Les sources de financement actuelles ne peuvent pas être suffisantes pour que l'État puisse prendre en charge, dans ses propres comptes, le financement de la santé. Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Dans cet épisode, Zakariou Djoumemi, enseignant en santé publique et en économie de la santé, revient sur la question cruciale des financements. Nous abordons notamment le paradoxe entre la nécessaire mise en place de la couverture santé universelle, dite CSU, qui garantit un accès aux soins minimum pour tous, et l'arbitrage imposé par les faibles ressources à disposition. Alors bonne écoute. Moi, c'est Zakariou Djoumemi. Je suis enseignant à la faculté de médecine au département de santé publique. J'enseigne l'économie de la santé, politique de la santé et management de la santé, en fait. Actuellement, je suis enseignant-chercheur, chargé de cours au département de santé publique de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'UFC de Yaoundé. L'activité de l'enseignement et de la recherche. Et la recherche dans le domaine purement de l'économie de la santé, l'offre et demande de santé, évaluation en santé, politique de la santé, financement de la santé, etc. Voilà tout ce que j'enseigne. Donc vous êtes impliqué du coup dans la formation du corps médical au sens large en économie de la santé. Bien sûr, je suis le tout premier enseignant d'économie de la santé de la faculté de médecine. Et justement parce qu'à un certain moment, il s'est avéré important que les médecins puissent avoir des concepts de base et des concepts fondamentaux et opérationnels en économie de la santé, puisque justement, les médecins, quand ils font des prescriptions médicales, engagent beaucoup de dépenses. Ils font des prescriptions qui coûtent énormément cher, mais ils ne s'en rendent pas souvent compte. Il est important qu'on les inculque les concepts, qu'on les enseigne des concepts, lorsqu'ils font des prescriptions pour tel ou tel médicament, qu'ils sachent que ça doit demander beaucoup de dépenses de la part des usagers et des ménages, et même de l'État, puisqu'il faut utiliser maintenant, la plupart du temps, beaucoup de technologies qui sont très avancées et qui coûtent généralement cher en termes d'examens laboratoires, en termes d'imagerie médicale, etc. Donc du coup, c'est important en effet que ce corps médical soit alerté, éduqué en fait à comment fonctionne l'économie de la santé dans leur pays. Peut-être on peut parler de des contrats de performance. Peut-être vous pourriez nous dire un peu ce que c'est. Le contrat de performance est venu avec une nouvelle stratégie de financement qu'on a appelée financement basé sur la performance. En fin de compte, on veut tout simplement s'assurer, est-ce que le médecin ou l'infirmier qui gère ce carton de crédit, qui gère ce budget de l'État, et s'il respecte les procédures, est-ce que les femmes et les enfants ont reçu le soin? Si vous avez vacciné 10 enfants, on vous paye pour 10 enfants vaccinés. On ne viendra pas au départ vous donner un budget de 1000 enfants et vous vaccinez seulement 10, alors que l'État voulait seulement acheter. Vous avez accouché 10 femmes en utilisant le pathogramme, en utilisant tous les mécanismes modernes et tous les protocoles modernes. On va vous payer en fonction des 10 femmes que vous avez fait bien accoucher, etc. Donc, c'est maintenant le résultat qu'on paye. Et dans un contexte où le budget de la santé diminue, peut-être d'année en année ou au cours d'une décennie, comment est-ce que du coup on peut garantir une qualité de la performance justement avec des moyens, soit plus de performance avec les mêmes moyens, soit plus de performance avec moins de moyens? Oui, a priori, il faut dire que c'est un paradoxe. Mais tout de même, on peut toujours, avec les moyens, la bonne stratégie, pouvoir capitaliser, optimiser les ressources ou bien la production avec les moyens dont on dispose. Donc, je pense que dans le cadre de la charte de performance, les hôpitaux et les centres de santé font beaucoup d'efforts avec les moyens limités pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé. Si, par exemple, vous gérez un centre de santé ou un hôpital, certainement, au lieu de rester tous à l'hôpital pour attendre que la population vienne, on va faire ce qu'on appelle les stratégies avancées. Les gens vont quitter, aller dans les différentes communautés, essayer de vacciner les enfants et les femmes enceintes qu'ils vont trouver sur place. Ça peut faire quand même, pour ce résultat avec le peu de moyens. Du coup, dans un contexte contraint, en fait, il faut être innovant aussi pour améliorer les performances. Bien sûr. On a mentionné là plutôt le budget pour les intrants ou les vaccins, mais vous avez évoqué du coup les ressources humaines en santé. Est-ce qu'on peut parler du cas un peu particulier des ressources humaines en santé et du financement des ressources humaines en santé? Oui, il faut dire que les ressources humaines en santé, il existe en quantité et même peut-être en qualité. Mais le problème qui se pose, est-ce que le pouvoir public, les différents États, ont suffisamment de moyens pour les recruter tous? Je pense qu'il y a une bonne politique de formation qui existe, où on produit chaque année beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de la santé dans différentes spécialités. Mais ce qui pose problème maintenant, c'est qu'on forme plus, on recrute moins. Et le vrai problème, c'est la prise en charge.
Justement, vous savez que la santé est un secteur social qui compète également avec l'éducation, qui compète avec d'autres secteurs sociaux et même d'autres secteurs économiques et d'autres secteurs transversaux comme la sécurité, etc. Comment faire pour qu'on recrute plus davantage de personnel de santé? Vous savez, le niveau des salaires n'est pas toujours ça. Surtout en Afrique subsaharienne, le salaire du personnel de santé n'est pas si élevé. Mais toujours est-il que cela ne suffit pas à ce que les États puissent s'engager à recruter davantage de personnel. Ce qui pose problème, c'est le chômage des professionnels de la santé. Donc, il y a un très grand nombre d'infirmiers, un très grand nombre de médecins de plus en plus dans nos pays africains qui sont formés, qui sont formés par le budget de l'État, par le fonds de l'État, mais dont l'État, à la fin de la formation, ne peut pas les prendre en charge en les recrutant dans la fonction publique. Oui, en synthèse, c'est important d'investir dans la formation, mais en fait, il faut investir dans toute la chaîne, jusqu'au salaire, la prise en charge des salaires, etc. C'est une chose d'avoir un budget de la santé qui est dédié plutôt aux intrants, aux infrastructures, c'est une part importante. Évidemment, il y a la part dédiée au salaire des ressources humaines, à leur formation, à leur prise en charge. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ces répartitions? Il faut dire qu'en termes de financement de la santé, l'État alloue une part importante de son budget à la santé. Et il faut noter que depuis les années 2015, les pays africains avaient tombé d'accord que tous les États africains devaient chacun consacrer au moins 15% de son budget au secteur de la santé. En 2023, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on prend le cas du Cameroun, au cours des 10 dernières années, la part de la santé dans le PIB oscille entre 3 et 7%. Donc, loin derrière les 15% qui a été prévu à Abuja. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que les États manquent fondamentalement par la volonté, c'est parce que justement, le budget des États dans ces zones en Afrique est trop compétitif parce qu'il y a trop de secteurs demandeurs d'argent. Et je vous dis que l'État, en ce moment, doit choisir entre allouer plus de budget pour l'éducation, aux enfants, à la jeunesse, et plus de budget pour la santé. Donc, il y a un arbitrage qu'il faut faire. Oui, il est vrai que ces 20 dernières années, on a assisté à des progrès de la recherche, des progrès scientifiques extraordinaires dans les 3 pandémies. Nous disposons désormais de traitements hautement efficaces, d'outils de diagnostic de plus en plus performants, de plus en plus rapides. Mais toutes ces avancées risquent de rester lettre morte si elles ne sont pas intégrées dans des stratégies de santé publique qui soient adaptées aux contextes locaux, que ce soit en termes, par exemple, de caractéristiques épidémiologiques d'un pays, mais aussi des capacités du système de santé national. Donc là, on vient d'entendre Véronica Nozeda, responsable de l'unité de recherche opérationnelle de l'initiative, s'exprimer sur l'importance d'intégrer les progrès de la recherche dans les systèmes de santé publique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur, quand on prend en compte les dépenses totales en santé, qui les supporte en fait? Comment est-ce qu'elles sont distribuées entre l'État, les ménages? Je pense que le plus grand supporter des dépenses de santé dans les pays africains, et surtout au Cameroun, ce sont les ménages qui, si on a dit que dans le secteur de la santé, on a dépensé 100 000, ça veut dire que 70 000 francs CFA viennent des ménages. Quelle est la feuille de route de la mise en place de la CSU au Cameroun? Ce que nous on a fait ici au Cameroun, c'est plutôt une phase 1. La phase 1, c'est que l'État est parti d'abord des différents produits de gratuité. Parce que vous savez, la CSU a besoin d'un humaniste et non d'un architecte. Qu'est-ce que je m'explique? C'est que justement, la CSU arrive dans un contexte où certains groupes cibles des populations africaines bénéficient déjà de gratuité. Ça veut dire que les États supportent déjà certains groupes pour pouvoir accéder aux soins sans grande difficulté. Mais il y a d'autres groupes qui n'ont rien, d'autres groupes sociaux, catégories sociales qui n'ont rien. Depuis 2020, tous les soins relatifs au VIH sont gratuits au Cameroun. Ça veut dire que quel que soit votre carrière socio-professionnelle, quand vous êtes VIH positif, tous les soins, y compris les examens biologiques, sont gratuitement pris en charge par l'État. Donc tout ça font déjà partie élément du paquet de la CSU. Il y a également la tuberculose. La tuberculose est gratuite. Donc je pense que la tuberculose fait également partie de l'élément du paquet de soins, du paquet d'activités que la CSU prend en charge ici au Cameroun. Cette première phase va permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. On va mettre sur pied tous les structures qui puissent gérer. On va apprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché avant de pouvoir voir quels sont d'autres éléments
des soins, d'autres catégories de services de santé qu'on peut inclure dans ces premiers paniers. On a évoqué la CSU, il va falloir aussi la financer. Cette CSU et pas que, en fait, il va falloir aussi alimenter ce budget de la santé. Qu'est-ce qu'il y a comme pistes innovantes, alternatives qui sont réfléchies pour financer la santé? Et les sources de financement actuelles ne peuvent pas être suffisantes pour que l'État puisse prendre en charge dans ses propres comptes le financement de la santé. Je pense que l'État dispose de plusieurs sources novatrices de financement de la santé qu'on peut essayer de mobiliser, ou là où on peut mobiliser le financement pour la CSU. Et par là, la santé dans son ensemble. Vous savez, il y a par exemple le droit d'assises sur les boissons. Ça dit que ça, c'est une source importante. Si on pense que certaines boissons sont nuisibles pour la santé, il faut les taxer. Et il y a le droit d'assises sur le tabac. Si justement, ça c'est une source sur laquelle beaucoup de pays ont collecté les fonds pour pouvoir financer la santé. Il y a beaucoup d'autres sources. On peut par exemple parler de la taxe sanitaire sur les énergies renouvelables, la taxe sanitaire sur les importations de véhicules, la taxe sanitaire sur les hôtels, la taxe sanitaire sur les marchés publics. Il y a beaucoup de sources que l'État peut mobiliser et élargir l'assiette fiscale pour pouvoir financer les salaires. Mais seulement, la difficulté ici, c'est que justement, lorsque ces sources sont identifiées, est-ce que les services ou la direction des impôts va justement collecter ces fonds pour la santé? Donc c'est une chose d'identifier le budget, c'est une autre chose de planifier aussi les dépenses de santé à venir. Dans un contexte d'explosion démographique, comment est-ce qu'on accorde ça en fait avec une planification de la santé, de cette démographie grandissante qu'il y a? Oui, il faut dire qu'en termes de planification, le Cameroun, par rapport aux autres pays, et c'est un pays africain bien sûr, on peut faire déjà la planification. Je pense que la première priorité par rapport au financement de la santé, parce que justement nous sommes dans un pays à ressources limitées, c'est pouvoir actualiser la stratégie du financement de la santé. Et dans cette stratégie de financement de la santé, il faudra déjà y mettre toutes les sources de financement innovants qui va permettre à l'État de pouvoir tenter de les mobiliser pour pouvoir combler un peu l'écart et le gap qui existe entre ce qu'on a besoin pour pouvoir financer de façon optimale notre système de santé et d'autres. Et cette stratégie de financement de la santé, c'est valable pour tous les pays africains, c'est pas seulement pour le Cameroun. Les ressources existent et disponibles au niveau domestique, au niveau local. Il faut pouvoir tout simplement les mobiliser, les identifier les sources, les mobiliser et les mettre à la disposition du système de la santé pour que le financement de la santé puisse être optimisé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'Initiative, facilité mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations.